s'il vous plaît. Avant de donner la nationalité à quelqu'un, mais frère, c'est une enquête. C'est une procédure qui est mise en place. Il fait une demande formelle lui-même. Il y a une enquête, il y a une période. Et le président de la République, au bout de cette enquête, faite par la police et autres, il décide, dans ses prérogatives, d'attribuer la nationalité à cet individu. Mais regrouper des dossiers, venir déposer sur sa table, signer comme si c'était des... Même un certificat de nationalité, le juge, il prend le temps donc, de vérifier des documents. Mais Laurent Gbagbo l'a fait. Donc, il a bradé notre nationalité. Mais mieux, Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il n'a pas donné à Blaise Compaoré? Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je dis les gars. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes sérieux, quoi. Ou bien vous faites exprès. Vous êtes sérieux, mais vous faites exprès. Voyez, c'est que vous êtes très intelligent, un gars comme Zara, on ne peut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Mais je ne sais pas si vous faites exprès. Le gars qui a abrité la rébellion, qui a abrité ceux qui ont fomenté la rébellion, et ça a été dit publiquement par tout le monde, c'est lui, Gbagbo, envoie à Mama, et puis il devient chef village de Mama, de façon symbolique. Depuis que Blaise Compaoré est venu en Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu Ouattara avec lui dans une réunion, ou bien publiquement? Parce qu'il se respecte. Mais Laurent Gbagbo a fait de Blaise Compaoré chef de Mama. Tous les attributs lui étaient donnés. Mais attends, vous foutez des Ivoiriens. D'ailleurs, des gens fomentent un coup d'État, et puis c'est à eux de vous donner tout. Et puis vous venez pleurer comme des gamins. En fait, vous vous foutez des gens. Non, Laurent Gbagbo, c'est la bêtise rendue homme. Ça, sincèrement, je le dis. Un État sérieux ne fait pas ça. Il y a des mécanismes mis en place pour ce genre de situation, parce que la nationalité, c'est quelque chose de sérieux. On ne le banalise pas. Mais Laurent Gbagbo l'a fait. Première chose. Deuxième chose, j'ai pris le cas, Simone, pour te ramener à ton incohérence, en disant, Ouattara est ingrat, parce que Guillaume Soro qui s'est battu pour eux, aujourd'hui, il attend de les chasser. Et donc, nous récupérons Guillaume Soro, ce qui est stratégiquement bon, pour montrer l'ingratitude de Ouattara. Mais dans le même temps, Simone Gbagbo, donc, qui était avec Gbagbo, et qui a subi ce que Gbagbo a subi, parce que Gbagbo a imposé la guerre, et quand tu imposes la guerre, que tu perds, on te traite comme tel. D'ailleurs, s'il avait arrêté Ouattara et sa femme, ce n'est pas la prison qu'ils auraient donc eu comme droit, mais c'était passer de vie à trépas. Et ça, quand vous avez arrêté Guy et sa femme, c'est ce que vous leur avez fait. Donc au moins, on a préservé la vie de Gbagbo et de Simone. Donc j'ai dit, la cohérence, c'est ça. Si vous reprochez à Ouattara d'être ingrat vis-à-vis de Soro, mais quelle attitude vous avez eu vis-à-vis de Simone? Quelle attitude vous avez eu vis-à-vis de Blé Goudé pour montrer votre gratitude? Sans même nous dire exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce que je te ramène comme démonstration, puisque c'est la démonstration que tu as faite pour convaincre Clarisse la raison pour laquelle vous êtes avec Guillaume Soro et vous êtes allé rendre visite à Sourtoussou. Voilà, c'est toi qui as expliqué la stratégie. J'ai dit, ok, si ça marche, ça veut dire aussi que vous aurez pu faire ce que vous avez fait avec Guillaume Soro pour montrer votre gratitude. Faites ça avec Blé Goudé et avec Simone. D'ailleurs, Blé Goudé était en exil. Pratiquement, il n'avait pas son passeport, il n'avait rien. Mais Gbagbo n'a pas porté son combat. Pourtant, s'il y a quelqu'un pour lequel il devait se battre dans ce monde, c'est Blé Goudé. Mais aujourd'hui, il ne parle pas avec lui. Il est devenu son ennemi. Des chefs de village, même de Gagnois, sont venus voir Gbagbo pour lui demander pardon. Il n'a qu'à recevoir son fils. Mais il a refusé. Donc, c'est ce monsieur-là qui a une gratitude. Il faut arrêter. Alors, sur les preuves de Laurent Gbagbo, vous voyez, Zara, il vient, il fait des affirmations. Il n'était pas à cette réunion. Donc, et il n'y avait même pas les candidats à cette réunion. Mais lui, il sait que ce que Gbagbo devait dire, ils lui ont demandé de retirer des partis au nom d'une certaine bonne conduite. Et Gbagbo l'aurait retiré. Donc Gbagbo, sur la base d'une bonne conduite, il a caché une information importante au peuple de Côte d'Ivoire. Alors qu'il a dit publiquement qu'il allait le faire. Mais d'ailleurs, quand il est arrivé au débat, est-ce que Gbagbo n'a pas abordé la question de la responsabilité d'Alassane Ouattara dans la rébellion? La première question à laquelle il répond, c'est de pointer la responsabilité de Ouattara dans la rébellion. Et les preuves, un chef d'État, les preuves qu'il montre, ce sont les déclarations dans les journaux. Je crois que des gens ont fait le droit, Kevin a fait le droit. Même s'il dit demain, je touche du bois, je vais aller éliminer Kevin. Ce n'est pas une responsabilité. Si demain Kevin a un problème, ce n'est pas Kokora. Je suis peut-être suspect. Mais il n'y a aucune preuve matérielle que c'est moi qui l'ai fait. Peut-être en le disant, quelqu'un a profité de ce que j'ai dit pour aller faire du mal à Kevin, pour mettre la responsabilité. Et ça, j'attends que Kevin réponde là-dessus. Non, frère, il faut te fermer. Ça dit, vous les gars, vous êtes tellement désordonnés
que vous n'êtes même pas capable de fermer vos micros. Non, mais parce que c'est grave, j'ai dit, j'attends que Kevin réponde là-dessus. Oh, frère, ça dit, soyez organisés. Mais si vous continuez d'avoir ce comportement, pas, moi, je réponds parce que j'ai fait 3 ans. Si vous continuez d'avoir le deuxième année de droit, si vous continuez d'avoir le même c'est un programme, c'est le programme de deuxième année de droit. Donc, moi, je peux j'ai fait 3 ans. Vraiment. Les gars, là, vous avez pris une mauvaise avec Gbagbo. Et c'est dangereux. Voilà. Vous n'êtes même pas discipliné. Et je comprends pourquoi Gbagbo est dans ce désordre. Je suis là, je dois parler au même moment que lui. Voilà. Voilà, non, mais tu me coupes à tout moment. Dis à tes gars là de fermer le micro et d'écouter. Et prenez le son d'écouter si vous n'avez. Voilà. Et donc, la responsabilité, on dit, et j'ai même suivi, moi je ne suis pas juriste, j'ai suivi un débat dans l'affaire de Soro, du FSI, entre Maître Goïbi et Maître Meïté. Dans le droit, on dit, même si quelqu'un, on dit, on te prend sur l'acte, c'est sur les faits. Ce n'est pas une preuve, une déclaration, ce n'est pas une preuve. C'est le premier suspect. Mais ce n'est pas forcément le coupable. Donc, un président de la République qui prend des déclarations de quelqu'un dans les journaux pour dire, comme tu as fait ces déclarations-là, alors c'est toi qui es responsable. Mais Ouattara lui a retourné aussi cette déclaration dans le coup d'État contre Bédier. Mais Ouattara, en tant qu'homme responsable, il a dit oui, tu as fait cette déclaration, mais moi je n'étais pas responsable pour le coup d'État de 99. Et qu'il faut une enquête sérieuse pour établir la responsabilité des gens. Voilà ce qu'un homme sérieux dit. Un président de la République, ce n'est pas un sorbonnard. Ce n'est pas un cyberactiviste qui prend des déclarations dont des noms politiques dans un journal pour dire, comme tu as fait cette déclaration, alors c'est toi qui es responsable. Alors que, ce qui me surprend, il y a un chef d'État qui t'a donné une information capitale. Et tu ne le dis pas au monde, tu rentres dans les journaux. Oui, mais c'est malheureux. On a eu affaire à un irresponsable. Et c'est ce qui est dommage. Un vrai irresponsable. Parce qu'un homme d'État sérieux, à qui un pays confie la responsabilité de protéger la sécurité des hommes et des biens et la défense du territoire, donc où il a prêté serment pour dire je jure fidèlement de protéger l'intégrité du territoire et de protéger la sécurité de mes concitoyens, quand il a fait ça et qu'après tout ça va à volo, mais c'est pas comme ça qu'il parle. Il ne parle pas comme un badaud. Mais ce Gbagbo était pratiquement un badaud, ça je le dis. Parce que ce n'est pas un État responsable qu'il dirigeait. C'est un État de voyous. Maintenant, je réponds sur la question donc, de Wahi, qui dit, Ouattara a dit qu'à 83 ans, on ne gouverne pas le pays, donc c'est une incohérence. Donc, alors, ça, c'est un principe qu'il énonce, comme Gbagbo a dit, à 75 ans, on ne dirige pas un pays, parce qu'on est souvent malade, mais à 80 ans, il était candidat. Hein. Bédier a dit en 2010, son dernier combat, ça s'achevait en 2010, et qu'il n'allait plus mener de combat. Mais après, il a été candidat jusqu'en 2020. Même en 2025, il devait être candidat. Donc, la dynamique politique dans un pays peut amener des hommes politiques à revoir leur position par rapport à un principe. Mais tu ne peux pas le comparer à quelqu'un qui dit, et c'est déjà quand même grave, Wahi, où des Ivoiriens ont été éliminés par l'armée française en 2004, frère. Ça, ce n'est pas un principe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée française peut se lever, aller éliminer des Burkinabés, et puis il va croiser les bras? Quelle que soit sa faiblesse, mais il va réagir. Il va porter plainte. Il va faire ci, il va faire ça. Que ça porte fruit ou non, au moins, devant son peuple, il a montré qu'il est responsable. Mais votre Gbagbo, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ne serait-ce que pour réparation, dédommagement de ces enfants-là. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si tu compares son acte vis-à-vis de la France, où il prend quelqu'un qui est venu se battre contre les colons, il prend 3 milliards, il donne ça gratuitement à Jacques Chirac, on lui demande pourquoi il a donné, il dit, mais c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui m'a demandé. Donc, ça dit la France vient demander de l'argent à Laurent Gbagbo sans aucune injection, sans aucune explication. Lui, il ramasse et puis il donne. Et c'est ça quelqu'un. Parce que vous pouvez dire que Gbagbo n'était pas venu pour libérer la Côte d'Ivoire des colons. Là, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi nous dire qu'il est venu libérer la Côte d'Ivoire, il se bat pour nous, alors qu'il a fait tellement de faveurs. Et Madou Koulibaly a dit tellement de faveurs à la France. Qu'est-ce que Gbagbo a refusé à la France? Voilà, dites-nous aujourd'hui là, qu'est-ce que Gbagbo a refusé à la France lorsqu'il était au pouvoir? Absolument rien. Expliquez aux Ivoiriens dans quel objectif Laurent Gbagbo donne un avion avec de l'argent à des amis français pour aller donc libérer des otages français en Irak. Expliquez ça au moins aux Ivoiriens. Quelle est la raison qui a poussé Laurent Gbagbo à donner 3 milliards
à Jacques Chirac, alors que les 3 milliards pouvaient construire au moins quelques salles de classe pour nos enfants, 2 pour milliards, équiper. pas 3 milliards. 2 milliards. Ok. Mais, Bon, 2 milliards, bon, il reconnaît qu'il a donné 2 milliards. Bon, expliquez-nous pourquoi il a donné ces 2 milliards, parce que 2 milliards, c'est pas 2 millions. Mais est-ce que ce gars... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais dire... Là, vraiment, il faut avoir le cadeau. Merci beaucoup. Je vais m'adresser ici à Zara et à Superviseur Hawaii. Kevin, vas-y, on va descendre, parce que Zara, il y a longtemps, il est là. On va descendre au Kokora et puis on va revenir. On dit, attends un peu. Il y a Superviseur aussi qui l'a pas. Merci. Ça sera même peut-être mon dernier temps. Kevin, vas-y, il faut arranger ton réseau parce qu'on t'attend pas. Oui, alors, je voudrais à nouveau saluer tous ceux qui sont sur le panel. Je voudrais saluer tous ceux qui sont dans les commentaires. Alors, Clarisse, ton micro. Ton micro. Pardon. Voilà. Alors, vous voyez, bon, à mon temps de parole, il y a eu des attaques personnelles sur ma personne. On m'a dit d'attendre à mon tour de parole, j'allais revenir là-dessus. Justement parce que j'ai parlé d'intelligence avec une puissance étrangère. Donc, ce mot-là est revenu. On m'a traité de tous les noms, sous prétexte que, vu que je parlais du Burkina, on ne pouvait pas parler des puissances étrangères et que pour autant, j'aurais ramassé mon doctorat, j'aurais payé mon doctorat, je ne suis pas intelligent. Ce sont des propos des Arabes, hein? Voilà, que je ne suis pas intelligent, etc. et tout ça. C'est des choses quand même assez graves. Vous savez, moi je voudrais donner un conseil aux gens. Lorsqu'on vient sur les panels là, on vient avec des arguments et non des attaques personnelles sur des personnes. C'est pas intéressant, c'est pas joli et puis c'est bas. Peut-être que la notion en philosophie veut dire autre chose, mais comme l'a dit Aka, je ne vais pas revenir là-dessus, dans le langage diplomatique, lorsqu'on parle de puissance étrangère, cela fait tout de suite référence à un État tiers. Voilà. Maintenant, si des personnes ont une autre définition, que ces personnes-là nous sortent la définition. D'ailleurs, je les invite à aller revoir l'article 146, voire même, je remonte, l'article 140 à 146, voire plus du code pénal, ils verront la notion de puissance étrangère. Voyez-vous, ce n'est pas une leçon que je vais souhaiter faire ici pour les gens, mais apprenons à nous respecter. Sinon, moi-même, là, je risque aussi d'être désagréable vis-à-vis de certaines personnes. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je souhaitais préciser. Je ne suis pas monté sur une casquette académique. Je ne suis pas dans le sens de ce en quoi j'ai écrit ma thèse. Nous ne sommes pas dans le domaine ici de la matière concurrentielle, ni dans un autre domaine. Donc, de grâce, apprenons à nous respecter. Voilà, ça, je voudrais d'abord faire cette petite précision. Ensuite, moi, je voudrais revenir sur le sujet. Le sujet, là, est-ce que, finalement, le fait que le président Gbagbo ait fait une déclaration indiquant clairement que c'est Kadhafi, justement, qui a financé, en tout cas, qui a même indiqué à lui, Gbagbo Laurent, qu'il a financé la rébellion, est-ce pour autant, qu'est-ce qu'on en pense? Voici le sujet. Est-ce que le président Ouattara, finalement, est dédouané? Alors, avant de parler là, on a joué des vidéos ici. Moi, vous savez, je pense que y a beaucoup de personnes qui se sont, comment je vais dire ça, qui se sont réfugiées derrière toutes les diatribes ou l'opprobre véhiculé sur la personne du président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, des éléments sont en train de ressortir, il faudrait que ces personnes-là, je dis, décident d'ouvrir l'esprit afin justement de pouvoir s'accommoder avec la nouvelle donne, sinon la vérité éclatante qui est en train de ressortir. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais apporté des preuves comme quoi le président Alassane Ouattara était responsable d'une quelconque rébellion. Nous avons les déclarations et je vais, une fois de plus, je vais prendre sur moi de rejouer cette vidéo-là que je trouve quand même assez importante pour l'histoire. Si pour certaines personnes, cela fait partie de l'histoire et qu'elles sont bloquées dans la tête, il faut faire une mise à jour de sorte à ce que justement la vérité, sinon l'histoire soit dite sur la question
de cette fameuse rébellion. On va écouter ici, une fois de plus, Sanogo. Je vais prendre le temps, dans mon temps de parole, pour qu'on écoute. À la rébellion en Côte d'Ivoire, vous dites que c'est lui qui a financé. Oui. Qu'est-ce que vous faites cela? Non, c'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi. Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village, mais sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, mais comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. L'avion, vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, comment dirais bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion, IB et moi. Un avion, l'agent Maïral est venu nous chercher. Et nous sommes allés... Vous cherchez à partir d'où? Ici, à Dassasgo. Vous voyez, mais Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain, juste, Ibi était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là Ibi était logé. Et c'est après, voilà, on a changé de truc. Et c'est cette villa-là que Ibi est parti en France où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là, nous sommes venus, Libril Bassolé, qui a coordonné tout, qui a ficelé. Et après, Didendere nous a reçus et tout. Et nous sommes partis. Ibi n'avait été accompagné que par Didendere. Quoi saluer mon chéri? On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance de Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Il s'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais Ibé devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire. Et vraiment, il peut renverser Gbagbo. Donc, quand Kadhafi a été sûr de ce qu'Ibé a pensé, il dit, en tout cas, il a épaté, mais Kadhafi, il a dit, c'est un bon soldat. Il était vraiment robuste et vraiment vaillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître par RFI, qui était largement revenu qu'une poignée de petits soldats a renversé Bédié. Il a demandé comme ça, et il dit, mais comment, il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié, mais comment tu as pu? Il lui a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire. Lui, il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça, lui, il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, 60 milliards, oui. Ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise. Ça, c'était, voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à alors, c'est très important cette vidéo-là de Sanogo, de M. Sanogo. Je dis qu'on écoute ça et qu'on écoute ce que M. Gbagbo, le président Gbagbo a eu à dire. Est-ce qu'on a besoin de discuter? Est-ce qu'on a besoin de discuter encore pour dire non que c'est le président Gbagbo et plutôt le président Ouattara qui a financé une quelconque rébellion? Mais ce qu'il est en train de dire là, je pense que c'est totalement assez clair. C'est pareil. Ils ne font que corroborer les faits. On va écouter Mango et puis je vais faire une petite analyse et puis je vais passer la parole. Donc, quand on parle du commandant invisible, on a tendance à regarder vers le camp Ouattara, mais non. Donc, on me remet le numéro de Kone Zakaria. Agro me remet le numéro de Kone Zakaria. Je descends les marches. Je me retrouve sur le perron du palais. En attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Kone Zakaria et le ministre Tagro en contact. Kone Zakaria est prêt à travailler avec Ibé et Ibé est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon,
je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en huis clos, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Kone Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Kone Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc, je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc, il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc, quand je prends le téléphone et que je dis « Allô », il me dit « Classe, bonjour ». Et je réponds « Bonjour, comment vas-tu » Il me dit « Ça va ». J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo, à court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté, de son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie. Un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire, classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Donc quand on parle du commandant invisible, on a tendance à regarder vers le camp Ouattara, mais non. Donc on me remet le numéro de Kone Zakaria, Tagro me remet le numéro de Kone Zakaria. Alors, je voudrais m'arrêter là. Vous voyez, c'est des faits quand même que, vous savez, les gens ne veulent pas assumer l'histoire. Ils ne veulent pas assumer leur irresponsabilité. Comme ce que Kokora a eu à dire. C'est très grave. D'abord, sur la question du financement de la rébellion. On a écouté M. Sanogo. On a écouté le président Gbagbo lui-même. Jusqu'à peu du contraire, tout concorde. Il faut regarder vers la Libye. Donc, qui a été manipulé. Et d'ailleurs, quand le président Gbagbo parle, il dit, le président Kadhafi lui aurait dit, allons au Mali, parce qu'il y avait une réunion de chefs d'État, et que ceux qui sont venus me voir là, ils sont là-bas, ils seront là-bas. Donc, il parlait sûrement des présidents dans l'AES.
C'est-à-dire soit le président du Mali, le président du Burkina, ou même certains présidents, en tout cas c'est deux qui parlaient. Gbagbo dit avoir reconnu deux dedans. Donc Gbagbo sait très bien qui a financé, qui sont ceux-là qui ont monté ce coup-là. Le président Gbagbo il sait très bien, puisqu'il dit il y avait deux dedans. Il y avait deux dedans, mais il n'a pas cité les deux. Donc pour la vérité de l'histoire, les propres Gbagbo-là doivent aller lui poser la question de savoir qui sont ces deux personnes-là. Parce qu'il n'a pas terminé son récit. Dans le récit, dans ce qu'il a dit, il dit au cours de cette réunion-là, quand il regardait les visages, il a vu deux dedans. Donc Gbagbo sait très bien qui sont ceux-là qui ont formaté le coup, qui sont allés voir Kadhafi pour lui demander l'argent. Et quand on écoute Sanogo, mais Sanogo est clair, Sanogo dit c'est Compaoré qui l'aurait accompagné. Maintenant, pourquoi Compaoré l'a-t-il accompagné pour aller là-bas, pour monter le coup, tout ça? Mais parce que Gbagbo a fait un deal. Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire lorsqu'il était opposant. Il a vendu la Côte d'Ivoire, les intérêts de la Côte d'Ivoire, il travaillait contre les intérêts du pays. Parce que Bernard Doza nous dit clairement que Gbagbo a dealé depuis 1989, en janvier 1989, jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir, il recevait 20 millions de francs CFA par mois. Ça, c'est le deal. Mais il y avait une contrepartie. La contrepartie, c'est que quoi? Il devait céder des parts du port d'Abidjan et les parts du port de San Pedro. Et il devait naturaliser 3 millions de Burkinabés. D'ailleurs, parmi tous les présidents que nous avons, c'est celui-là qui a le plus nationalisé des étrangers. Mais est-ce qu'il a respecté les normes? Tout à l'heure, quand on a écouté Kima Emile, qui est lui-même témoin, il y a une démonstration, il y a des éléments qui montrent qu'il n'a respecté aucune règle concernant la naturalisation. Puisque normalement, c'est des demandes portées au niveau du ministère de la Justice, formulées, qu'on dépose au niveau des préfectures. Et après instruction, enquête, le dossier remonte au niveau de la présidence et c'est à ce moment-là que le président doit justement par décret naturaliser les gens. Mais ça n'a pas suivi ce circuit parce que justement Gbagbo était dans un deal. Concernant le port de San Pedro et celui justement d'Abidjan, il a refusé d'y céder. Voilà ici, je vais dire, le point culminant des problèmes qu'il avait avec Blaise Compaoré. Voilà pourquoi Blaise Compaoré va justement, je veux dire, s'inscrire dans une forme de vengeance vis-à-vis du président Gbagbo en accueillant une rébellion sur son sol. Donc c'est le comportement de Gbagbo là qui a occasionné cette rébellion-là, qui a permis justement à un chef d'État étranger de s'y impliquer dans cette rébellion au point d'aller chercher des financements extérieurs. C'est effectivement son comportement. Ça, c'est ce que je voudrais d'abord, dans un premier temps, indiquer. Deuxièmement, mais aujourd'hui, c'est le même comportement là qu'on aperçoit en allant s'associer au pays de l'AES là, qui l'objectif, ce qui est derrière cet objectif là, c'est devenu justement soit attaquer la Côte d'Ivoire, mais sûrement qu'on va forcément une fois de plus dealer sur les intérêts de la Côte d'Ivoire. On va dealer sur les intérêts de la Côte d'Ivoire parce que qu'est-ce qu'un pays étranger gagne justement en venant vous aider, vous, à accéder au pouvoir? Il y a toujours des deals, il y a toujours des éléments que vous donnez. Et ce que le président Gbagbo a eu à faire, ça s'appelle de la haute trahison. Ça s'appelle de la trahison. Pour les personnes qui ne savent pas, mais ça s'appelle de la trahison. Mais laissons tout ça. Revenons à la deuxième vidéo de Philippe Mangou que nous avons écouté. Le témoignage. Mais c'est glaçant. Je veux dire, ça fait tellement pitié. Pitié pour l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée républicaine de Côte d'Ivoire. Pitié justement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pitié pour les Ivoiriens. Parce que voilà Gbagbo qui a financé la rébellion. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le chef d'état-major de Gbagbo. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente pas, on a écouté. Il a financé le commando invisible à Abobo via Kone Zakaria. On a entendu. Et c'est malheureux. Parce qu'on regarde toutes les personnes qui sont mortes derrière. Toutes les personnes, justement, je dis, toutes ces forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie. Tous ces Ivoiriens qui ont perdu la vie. Comment aller financer, justement, faire confiance à des anciennes rebelles pour qu'ils viennent t'aider dans une opération soi-disant de libération? Sans contrôle, sans vérifier que les personnes allaient respecter leurs paroles, les personnes allaient être fiables. Comment dealer une fois de plus avec Kone Zakaria, avec Ibé, à Bobo? Il a cité le nom du commandant Ferré. Il a parlé du documentaire. Ça, c'est Philippe Mangou. Mais je vous invite à aller voir ce documentaire-là.
Vous allez voir ce que ce commandant-là a eu à dire concernant le nombre de morts qu'ils ont eu à faire, des Ivoiriens, des forces de défense et de sécurité, toutes ces personnes-là. Par la faute de qui? Par la faute du président Laurent Gbagbo, qui est lui-même, son comportement, il a financé, c'est ce que Philippe Mangou dit, accidentellement, le commando invisible. On dirait une fois de plus que c'est le président Ouattara. Il a quoi à voir là-dedans? Parce que celui qui témoigne là, c'est l'ancien chef d'état-major de Gbagbo, qui a tué les gens en 2010, qui a tué les gens en 2011. Une fois de plus, Gbagbo a les réponses. Le président Laurent Gbagbo a les réponses. Quelles sont les actions qu'il a menées? Quelles sont les erreurs qu'il a commises vis-à-vis de ses forces de défense et de sécurité, vis-à-vis de la protection des vies en Côte d'Ivoire? On doit tous se poser les questions. Face au témoignage de l'histoire, les gens voient la réalité en face, mais ils refusent d'y croire. Parce que justement, ils ont la haine contre un individu, le président Alassane Ouattara. C'est la haine qui fait ça. Sinon, de façon objective, quand on prend pièce par pièce, élément par élément, vidéo par vidéo, déclaration par déclaration, témoignage par témoignage, on se rend compte que le président Laurent Gbagbo, justement, a été un mauvais président. En tout cas, dans le domaine sécuritaire, c'est le chaos total. Dans le domaine même de la politique, de sa marche politique, de sa démarche politique, c'est le chaos total. Dealer avec une puissance étrangère peut être qualifié de haute trahison. Haute trahison contre qui? Contre la République, contre les Ivoiriens, contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Je vais m'arrêter là. Merci. Alors, le président Ouattara a dit qu'il ferait la lumière sur la rébellion en 2010 lors du débat. C'était dans la campagne présidentielle. Et si tu m'as bien écouté, moi j'ai toujours dit que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui veulent y croire. Tu comprends? Le président Ouattara, là, c'est-à-dire quand il a dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Bon, moi personnellement, je savais qu'il n'allait rien se passer. Ah, non, pendant qu'il n'y avait pas de rébellion, n'est-ce pas? Mais en 2010, là, dis-moi, en 2010, est-ce qu'il y avait la rébellion? Non, la rébellion a été amnistiée, donc c'est fini, il n'y en a plus. Est-ce qu'en 2010, il y avait la rébellion? Il y avait le prolongement. C'est quoi le prolongement? Vraiment, grand frère Boutignon, c'est difficile. Non, mais je vais comprendre avec toi. Je te pose une question. C'est quoi le prolongement? Non, Wahi, c'est quoi le prolongement? Non, Clarisse, laisse-le, on va faire 3 minutes, lui et moi. On va comprendre. Quel est le prolongement? Non, il a posé une question très importante pour que moi je comprenne, parce qu'il faut que je descende de parler avec beaucoup de compréhension. Ok? Voilà. Non, Wahi. Tu m'as dit, en 2010, je répète, Wahi, en 2010, il n'y avait plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Toi, tu me dis qu'il y avait le prolongement. C'était quoi le prolongement de la rébellion? Dis-moi. Ok, merci. Toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire et tu n'as aucune actualité ou bien aucune nouvelle de l'actualité ivoirienne. En 2010, il y a eu une élection sans désarmement. Il y a eu une élection sans désarmement. Désarmement d'ailleurs. Attends, mais tu vois. Faut pas te presser, grand frère. Non, mais attends, mais c'est moi qui pose des questions pour que tu répondes. Mais je termine pas. Non, mais tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit, frère. Tu as déjà tout dit. Tu me dis, tu dis en 2010, il y a eu des élections sans désarmement. C'est pas ce que tu as dit? Bon, Wahi, soit... Tu as demandé c'est quoi le prolongement. Ma première question, pour ne pas que tu te prennes, ma question, la première, c'était pourquoi Ouattara dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion, pendant que toi, Boutignon, qui est très intelligent, tu sais que, comme ils ont été amnistiés, ça n'existe plus. Si Ouattara dit c'est parce que ça existe, parce qu'il s'en va être président de la République. C'est parce qu'il y a des choses qui sont en partie amnistiées, mais d'autres demeurent. Non, Boutignon, Ouattara n'est pas intelligent, tu es plus intelligent. Non. Ça, c'est ton... Non, ça, c'est... Frère, ça, c'est ton... Oui. Ouais, s'il te plaît. Ça, c'est... Oui, frère, tu es très intelligent. Mais ça, là, c'est ton interprétation à toi. Je répète, lorsque le président Ouattara dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion, là, c'est-à-dire ce sont des propos de campagne. Et Boutignon dit, les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Et puis, je vais encore plus loin. Toi, tu dis qu'il y a eu des élections en 2010 et il n'y a pas eu de désarmement. Mais diantre, qui était à la tête de l'État en Côte d'Ivoire? Voyez, toi que je connais là, s'il n'y a pas de désarmement, tu ne fais pas élection. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent avec les Ivoiriens.
Y a-t-il eu désarmement, oui ou non? Auquel cas, il y a eu élection. Auquel cas, on a eu ce qu'on a connu. Et à la fin des fins, le président Gbagbo s'est retrouvé à La Haye. Mais oui, voici l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les gens ont proposé un espèce de désarmement qui n'avait pas son nom. Moi, je sais que... Non, écoute-moi. Non, il n'y a pas de OK. Le président Gbagbo... À la prochaine motion, réponds. Et puis on y va. Est-ce que Nandi Baba était marié à Laurent Gbagbo? Non, légalement, non. Est-ce que le président Gbagbo s'est présenté chez Kadhafi avec Nandi Baba? Oui. Mais en tant que sa femme, question. Mais c'est lui qui le dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi à Kadhafi? C'est pas Boutignon qui le dit, c'est pas Laurent lui-même qui le dit. Il dit il y a quelqu'un qui est musulman qui est assis derrière moi. Je suis venu avec une musulmane. Oui, non, mais... non. Vraiment... Il n'a pas écouté son président. Vraiment... Non, Clarisse, attends, je vais chuter. Non, mais attends, vous êtes extraordinaire. Oui, je vais me... Non, mais ouais, tu es fort. Je te répète, quand est-ce qu'ils se sont mariés? Attends. Quand est-ce qu'ils se sont mariés? Tu ne m'as pas encore dit. Ils se sont mariés. Il a dit comme sa femme. Clarisse, il faut jouer la vidéo. Vraiment. Non. J'ai très bien écouté. Je demande quand est-ce qu'il a... Oh, Clarisse. Quand est-ce qu'il a marié Nadi Bamba? Je pose la question. Mon frère chéri, franchement. Attends, voilà, merci. Écoutez. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion. De l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu. On discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Oh, papa! Dit, ah. Mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, pardon? Les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans. Attendez, hein. Je reprends la partie. Moi, je suis allé une fois en Libye. Tu reprends quelle partie? L'homme du moment, attends, mon frère chéri. Opa, fais fort. De l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu. On discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Ok, Clarisse, c'est fini? Moi aussi, j'aimerais répondre aussi. Non, je viens. Clarisse, c'est fini? Clarisse, superviseur. J'ai une réponse aussi à donner. Oh, mais attends d'abord. Qu'est-ce qu'il y a différent de ce que le grand frère Bidinho a dit là? Je vais te dire. Non, attends, mais non, j'ai fini. Oh, mais elle a mis la vidéo pour moi. Mais c'est une motion pour Wai. Une motion. C'est désagréable. Attendez. C'est désagréable.
Non, mais désagréable. Non, elle a mis la vidéo pour moi. J'ai pas joué la vidéo. Donne-moi une seconde. Vas-y, une seconde. La vidéo, là, il faut faire jouer jusqu'à demain. Tout le monde n'a qu'à écouter. Gbagbo dit la femme avec laquelle je suis venu. Nadi Bamba n'est pas un homme. C'était, je vous demande quand est-ce qu'il s'est marié pour un frère. Nadi Bamba était responsable de Cyclone. Quel est le rôle, par exemple, de Cyclone au niveau de M. Gbagbo, de la candidature de M. Gbagbo? D'abord, pour commencer, il est venu avec une musulmane. Comme il pouvait citer, par exemple, le monsieur avec qui je suis venu, pour parler du gars du Nord, là, Issa Malik, il est musulman. Il est la femme avec qui je suis venu. Vous me dites que Gbagbo allait... Attends, je finis. Une seconde. Oui, c'est simple à répondre à cette question-là. Oh, Romy, bon, je descends vous répondre. Non, laissez Waï chuter. Waï, vas-y, oui. Vous venez à peine de me dire qu'il allait présenter Nadi Bamba, il a dit à Kadhafi, sa femme. Mais vous venez d'écouter une vidéo que vous entendez chaque jour, mais dans votre tête, il avait dit sa femme, parce que vous caricaturez l'individu. Je dis, il allait pour une mission, mais il était allé avec un protocole, avec des personnes. Laissez le nom Nadi Bamba. Vous voulez nous montrer que le monsieur se promenait avec une deuxième femme. Dites-moi quand il a marié, il a... Laisse Bidinho répondre maintenant, parce que c'était à lui la motion. Okay. Il a dit la femme. Il faut mettre la vidéo encore et puis il va me dire ma femme là. Tu sais. Ok. Attends, Ahmed, Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, s'il te plaît. Vas-y, comment tu as compris la vidéo? Non, une minute. Mais sa compréhension n'est pas importante. Ouais, Clarisse. Il veut narguer, ne peut plus voir rien. Non, Clarisse. C'est-à-dire, quand on fait un débat avec Waï là, moi je veux que Waï nous prenne au sérieux. Nadi Bamba et Laurent Gbagbo là, c'est pas maintenant ils se connaissent. Ils ont un enfant qui a 25 ans. Vous comprenez? Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. C'est pas maintenant ces deux-là se connaissent. Je répète, le président Gbagbo est parti à une réunion de la CEDEAO. La CEDEAO là, c'est pas les ministres de la santé qui vont là-bas, c'est pas je sais pas quoi. C'est une réunion de chefs d'État. Et toi, tu me dis que elle faisait partie du protocole des cyclones, elle faisait partie du... Je ne sais pas quoi. Ce n'était pas la CEDEAO, hein. Ce n'était pas la CEDEAO, non. Mais attends. Non, attends. Mais si je finis pas... Mais moi, les gars, écoutez-moi. On va les laisser débattre. Parce que ça vous... Franchement, non mais... Je sais pas, je comprends pas. Tu es fébrile, Boutignon, tu es fébrile. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis... Écoutez, Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Ok, l'Union africaine. Ok, non, bon, l'Union africaine. Ok, l'Union africaine, l'UA. Ok, ce n'est pas une réunion de ministres de l'industrie ou de je sais quoi. Ministre de chef d'État, c'est-à-dire réunion de chef d'État. Voilà. Et il se promène avec Nadi Bamba. Et toi, tu me dis qu'il était parti en tant que qui? J'ai dit, Waï, Nadi Bamba et M. Gbagbo, c'est une histoire ancienne. Toi-même, je ne sais pas si tu faisais la politique et puis ils se connaissaient. Il y a longtemps, ils se connaissent. Tu comprends? Voilà. Mais je répète, en Côte d'Ivoire, quand tu es le premier magistrat du pays, il y a une institution qu'on appelle le mariage. Et à l'époque, la première dame s'appelait Simone Eive Gbagbo. À la limite, quand le président Gbagbo fait ces trucs, qu'il ne le dise pas aux gens, ça peut passer. Parce que ça, tous les hommes peuvent faire cela. Mais le faire publiquement, aux yeux de tous, c'est marginaliser l'institution du mariage. Voilà ce que je dis. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, bon, je suis désolé. Merci beaucoup. Je peux donner ma part, je peux réagir. Attends, merci, grand frère Bidinho, merci, vraiment. Kevin, vas-y, on va descendre, parce que Zara, il y a longtemps, il est là. On va descendre au Kokora et puis on va revenir. Ronnie, attends un peu. Il y a supervision aussi. Merci. Ça sera même peut-être mon dernier temps. Kevin, vas-y, il faut arranger ton réseau, parce qu'on t'attend pas. Oui, alors, je voudrais à nouveau saluer tous ceux qui sont sur le panel. Je voudrais saluer tous ceux qui sont dans les commentaires. Alors, Clarisse, ton micro. Ton micro. Voilà. Alors, vous voyez, bon, à mon temps de parole, il y a eu des attaques personnelles sur ma personne. On m'a dit d'attendre à mon tour de parole, j'allais revenir là-dessus. Justement parce que j'ai parlé d'intelligence avec une puissance étrangère. Donc,
ce mot-là est revenu, on m'a traité de tous les noms, sous prétexte que, vu que je parlais du Burkina, on ne pouvait pas parler des puissances étrangères et que pour autant, j'aurais ramassé mon doctorat, j'aurais payé mon doctorat, je ne suis pas intelligent. Ce sont des propos des Arabes, hein? Voilà, que je ne suis pas intelligent, etc. et tout ça. C'est des choses quand même assez graves. Vous savez, moi je voudrais donner un conseil aux gens. Lorsqu'on vient sur les panels là, on vient avec des arguments et non des attaques personnelles sur des personnes. C'est pas intéressant, c'est pas joli et puis c'est bas. Peut-être que la notion en philosophie veut dire autre chose, mais comme l'a dit Aka, je vais pas revenir là-dessus, dans le langage diplomatique, lorsqu'on parle de puissance étrangère, cela fait tout de suite référence à un État tiers. Voilà. Maintenant, si des personnes ont une autre définition, que ces personnes-là nous sortent la définition. D'ailleurs, je les invite à aller revoir l'article 146, voire même, je remonte, l'article 140 à 146, voire plus du Code pénal. Ils verront la notion de puissance étrangère. Voyez-vous, c'est pas une leçon que je vais souhaiter faire ici pour les gens, mais apprenons à nous respecter. Sinon, moi-même, là, je risque aussi d'être désagréable vis-à-vis de certaines personnes. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je souhaitais préciser. Je ne suis pas monté sur une casquette académique. Je ne suis pas dans le sens de ce en quoi j'ai écrit ma thèse. Nous ne sommes pas dans le domaine ici de la matière concurrentielle, ni dans un autre domaine. Donc, de grâce, apprenons à nous respecter. Voilà, ça, je voudrais d'abord faire cette petite précision. Ensuite, moi, je voudrais revenir sur le sujet. Le sujet, là, est-ce que, finalement, le fait que le président Gbagbo ait fait une déclaration indiquant clairement que c'est Kadhafi, justement, qui a financé, en tout cas, qui a même indiqué à lui, Gbagbo Laurent, qu'il a financé la rébellion, est-ce pour autant, qu'est-ce qu'on en pense? Voici le sujet. Est-ce que le président Ouattara, finalement, est dédouané? Alors, avant de parler là, on a joué des vidéos ici. Moi, vous savez, je pense que y a beaucoup de personnes qui se sont, comment je vais dire ça, qui se sont réfugiées derrière toutes les diatribes ou l'opprobre véhiculé sur la personne du président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, des éléments sont en train de ressortir, il faudrait que ces personnes-là, je dis, décident d'ouvrir l'esprit afin justement de pouvoir s'accommoder avec la nouvelle donne, sinon la vérité éclatante qui est en train de ressortir. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais apporté des preuves comme quoi le président Alassane Ouattara était responsable d'une quelconque rébellion.